Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Immigration Canada. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à quelques questions que j'ai reçues. Mais avant de commencer les réponses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne AOB Immigration Canada. Et si vous connaissez un peu l'arabe, vous pouvez vous abonner à l'autre chaîne AOB Canada. Première question. Est-ce qu'on peut faire une formation à distance pour la petite enfance? Généralement, la petite enfance, on peut faire une formation à distance, mais il faut être ici au Canada, il faut vivre ici au Canada pour faire la formation à distance et décrocher le diplôme, le AEC, ou bien même on peut faire des études sur la petite enfance sur le niveau universitaire. Mais normalement, il faut être ici au Canada, il faut être résident ici au Canada. Bonjour Wafa, ça va bien? Deuxième question. J'ai reçu un contrat pour travailler comme préposé aux bénéficiaires et on nous demande de choisir une de ces trois villes. Capitale, Québec, Charlevoix et Portneuf. De toutes les manières, moi je vous conseille de choisir la ville de Québec, la capitale de province du Québec. Pour Charlevoix et Portneuf, c'est un petit peu... ça se peut que vous allez vivre et travailler là-bas, mais vous serez ennuyé. Donc, on vous a demandé de choisir, choisissez capitale du Québec, ok? Et bonne chance dans votre aventure ici en tant que travailleur étranger. Question numéro 3. Je suis diplômé, je suis ingénieur en mécanique, déjà inscrite à l'université Moncton à Nouveau-Brunswick. Comment avoir la résidence permanente? La province du Nouveau-Brunswick est parmi les 4 provinces qui ont formé ce qu'on appelle le projet pilote d'immigration du Canada Atlantique. Il y a le Nouveau-Brunswick, il y a Nouvelle-Écosse, l'île de Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Ces 4 provinces, ils ont un programme commun, bien sûr, après l'approbation et la confirmation et le partenariat du fédéral, ils ont conçu ce programme. Pour les étudiants qui viennent étudier dans l'une de ces 4 provinces, il y a un programme très intéressant, très facile pour avoir la désignation, le certificat de désignation de la province et par la suite la résidence permanente. Il suffit juste de terminer un programme de 2 ans minimum et d'avoir vécu dans la province au moins 16 mois. Ok? Donc, si un étudiant a vécu dans une de ces 4 provinces au moins 16 mois, avec une formation diplômante après 12 ans, ben, il peut demander la désignation, le certificat de désignation, par la suite la résidence permanente. Quand je vais terminer les questions que j'ai reçues, je vais voir les questions que vous posez en live. Donc, l'autre question. Est-ce qu'il y a-t-il du nouveau dans le programme, le PEC volet étudiant? Comme vous le savez, le programme PEC, le programme d'expérience québécoise volet étudiant, a été suspendu depuis le 11 juillet 2019 jusqu'au 1er novembre 2019. On ne sait pas encore est-ce que ce programme va être repris ou bien annulé. Okay? Il n'y a pas de nouvelles sur ce sujet-là. Mais les gens qui sont pressés de venir ici, ben, il y a une autre option, c'est de s'inscrire dans une attestation d'études collégiales qui va prendre à peu près 1 an de formation. Une fois terminé, ben, il faut chercher du boulot, un travail. Après 1 an de travail, vous pouvez postuler pour demander le CSQ, le certificat de sélection du Québec, non pas dans le PEC volet étudiant, mais dans le PEC volet
travailleurs étrangers. Ça veut dire que quelqu'un qui est venu ici travailler en tant que travailleur étranger, et après 12 mois de travail ou bien d'expérience de travail, il peut se mettre une demande de certificat de sélection du Québec dans ce programme-là. Et en même temps, en attendant, il va demander ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme, qu'on va vous le remettre avec une durée équivalente à la durée des études que vous avez terminées. À condition, bien sûr, que le minimum, c'est la durée, il faut qu'il ne soit pas moins de 8 mois. Autre question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, après la suspension du PEC volet étudiant, est-ce qu'il peut faire le DEP dans une autre province? Cher ami, le DEP existe uniquement dans la province du Québec. Quel est votre travail? Ok, à mon travail. Je vais répondre à la fin, ok? Le DEP existe uniquement dans la province du Québec. Le DEP existe uniquement dans la province du Québec. C'est la seule province qui dispose de ce type de programme de formation professionnelle qui est le DEP, le diplôme d'études professionnelles. Mais par contre, d'autres provinces, ils ont leur propre programme de formation, mais qu'on n'appelle pas le DEP. Par exemple, là, pour l'Ontario, il y a le meilleur endroit pour étudier des trucs professionnels, c'est ce qu'on appelle la cité collège. Cette cité-là, il propose à peu près 140 programmes. Il forme des gens dans le certificat professionnel, le diplôme d'études professionnelles, le DEC aussi. Il y a certaines branches pour lesquelles on forme des bacheliers pour avoir le baccalauréat. Et, ils ont, je crois, 5 campus. J'ai déjà visité le campus d'Ottawa. J'ai filmé quelques pavillons, quelques écoles, quelques structures de ce site-là. Donc prochainement, je vais poster la vidéo pour vous expliquer comment s'inscrire dans ce site qui est c'est le meilleur endroit pour une formation professionnelle au Canada. Donc, il se trouve dans la province d'Ontario. Ils ont aussi un campus dans la capitale, Ottawa. Autre question. J'ai 28. Ça, c'est pas. J'ai pas inscrit ça légiblement. On va voir autre question. Est-ce que l'État donne des aides pour les étudiants étrangers? Pour les étudiants étrangers, il n'y a aucune aide sociale, aucune subvention sociale. OK? Donc, les étudiants, normalement, quand ils viennent ici, il faut qu'ils comptent sur leurs propres moyens financiers pour financer leurs études, pour subvenir à leurs besoins et aussi pour faire d'autres engagements, pour honorer d'autres engagements. Donc, il faut compter sur votre propre moyen. La seule chose que l'État pourrait vous donner comme aide, mais pas aide sociale, c'est une fois, si un travailleur étranger ou bien un étudiant étranger qui a des enfants, et s'ils sont inscrits dans un établissement scolaire public, à ce moment-là, vous n'avez rien à payer, sauf quelques, je crois, les frais de garde, quand vous allez, par exemple, normalement dans les écoles ici, et ils terminent à 3 heures. Il y a des parents qui travaillent et ils paient pour que l'école garde l'enfant entre 3 heures et 6 heures. Okay? Entre 15 heures et 18 heures. Vous payez, je crois, par mois 10 dollars ou 20 dollars, quelque chose comme ça. Non, je ne peux pas prendre en charge parce que je ne suis pas consultant. Ok? Entre parenthèses, les personnes, par la loi, par l'article 91 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, personne, je dis bien personne, n'a le droit de prendre en charge un dossier d'immigration, peu importe la catégorie, qu'il soit étudiant, qu'il soit travailleur, qu'il soit parrainage, qu'il soit réfugié, qu'il soit travailleur qualifié, qu'il soit investisseur, qu'il soit travailleur autonome, entrepreneur.
il n'a pas le droit, sauf 3 personnes. L'avocat qui est en règle avec le barreau des avocats, un notaire qui est en règle avec la Chambre des notaires de Québec et un consultant réglementé en règle qui est autorisé, qui est inscrit dans le Conseil réglementaire des consultants d'immigration du Canada. À part ces 3 personnes, il est strictement interdit qu'elles prennent en charge un dossier, peu importe quoi que ce soit la catégorie. Si jamais une personne enfreint à cette loi, vous savez qu'il risque jusqu'à un emprisonnement jusqu'à 12 ans et une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 $. Ok? Juste entre parenthèses. Donc, si jamais vous désirez déposer votre dossier chez un consultant ou un avocat ou un notaire, il faut vérifier, il faut très bien vérifier est-ce qu'il est en règle avec sa corporation, son ordre, par exemple, au barreau. Est-ce qu'il est en règle? Est-ce qu'il est toujours inscrit? Est-ce qu'il n'y a pas une mesure disciplinaire, etc. Donc, pour le consultant réglementaire en immigration, allez-y chercher dans le site du conseil réglementaire, le conseil réglementaire en immigration, et vous allez chercher le nom, vous allez saisir le nom du consultant, vous allez voir est-ce que dans le conseil de réglementation, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec ce consultant et aussi le barreau. Généralement, pour un avocat, il faut appeler le barreau des avocats pour avoir des informations sur n'importe quel avocat. Généralement, ils ne mettent pas, comme le conseil réglementaire de l'immigration, des réglementaires des consultants d'immigration au Canada, ils ne mettent pas la situation des avocats. Okay? Il faut appeler. J'ai oublié autre chose pour les travailleurs étrangers et les étudiants étrangers. Après avoir vécu ici au Canada 18 mois, après avoir vécu au Canada 18 mois, vous aurez droit Est-ce que vous pouvez écrire votre question en français, s'il vous plaît, Michel? Ici, c'est A ou B, Immigration Canada, la version française. OK? Merci. Donc, comme j'ai dit, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers, après avoir vécu ici au Canada 18 mois, ils peuvent être bénéficiaires, ils peuvent bénéficier des allocations pour les enfants. Je répète très bien qu'il faut avoir vécu ici au Canada un minimum de 18 mois. Donc, au-delà de 18 mois, vous allez remplir pour le Québec un formulaire pour demander ce qu'on appelle les prestations, les allocations. Auparavant, on l'appelait prestations pour enfants, maintenant on les appelle allocations familiales. On a changé le nom. Pour le fédéral, vous allez remplir un formulaire pour demander ce qu'on appelle les allocations canadiennes pour enfants, ACE. OK? Et bien sûr, il faut aussi faire sa déclaration de fin d'année, déclaration personnelle. Comme vous le savez, au Canada, quand une année, par exemple, nous sommes en 2019, à partir de janvier 2020, on a 4 mois, janvier, février, mars, avril, pour préparer ce qu'on appelle déclaration des revenus, donc de l'année 2019. Et sur la base de cette déclaration, qu'on va déterminer le montant des prestations pour enfants à envoyer aux parents et aussi déterminer le montant de la TPS qu'on va envoyer trimestriellement. Et même chose pour le Québec, ce qui est le crédit d'impôt pour solidarité. Autre question. Il y a une fille qui désire faire carrière comme avocat, mais il a étudié à l'Université de Laval. Il a eu son bac en économie et il a changé d'avis pour droit des affaires. Généralement, il n'y a pas une option qu'on appelle droit des affaires quand on termine
les études universitaires pour le bac. Généralement, on a un avocat, il étudie à l'université 3 ans et quand il termine, il va continuer dans l'école du barreau des avocats pendant 8 mois et après il va faire 6 mois de stage. Revenons aux études. Normalement, tous les étudiants ils vont étudier la même chose, c'est-à-dire un tronc commun, par exemple droit civil, droit commercial, droit pénal, droit international, droit administratif, droit public, droit fiscal, droit privé, etc. Mais au moment où vous désirez poursuivre vos études supérieures, dans ce cas-là, vous allez choisir droit des affaires. Il y a à peu près les 3 options pour les études supérieures en ce qui concerne l'avocat. Il y a droits fondamentaux et droits collectifs. Il y a droit des affaires. Il y a droit intellectuel et la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Donc, vous avez déjà eu votre bac en économie, vous désirez faire droit des affaires. Je ne crois pas qu'on va accepter ça parce que pour faire des études supérieures en droit, il faut quand même avoir une base solide en droit. C'est-à-dire, on va au moins avoir un bac en droit. Autre question. J'ai un frère qui réside au Canada depuis 15 ans. Quels sont les documents qu'il doit m'envoyer pour que je le présente comme garant? La première chose, il y a un formulaire qu'il faut remplir, c'est le soutien financier sur le plan pour la CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Et aussi, il va vous envoyer les différentes, comment dirais-je, preuves de capacité financière de votre frère. Par exemple, il va envoyer la dernière déclaration d'impôt qu'il a faite de 2018. Pour ce qui est relevé bancaire aussi, et le formulaire de soutien financier, il va s'engager comme quoi il va vous aider. Il peut vous envoyer aussi une attestation de travail. Elle va prouver comme quoi il est financièrement, il est capable de financer non pas sa famille, parce que vous ne m'avez pas dit ce qu'il est marié, ce qu'il a des enfants, etc. Parce que normalement, il faut qu'il soit capable de prendre en charge sa propre famille et après prendre une personne tierce. Autre question. Parlez-nous des études en médecine, combien ça coûte, les universités, etc. Pour ce qui est études en médecine, j'ai déjà posté, après avoir reçu l'autorisation du collège des médecins, j'ai déjà posté, ça fait longtemps, je crois, 3 vidéos sur comment devenir médecin ici au Québec. Et aussi autre vidéo sur la convention qui a été signée entre la province du Québec et la France en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des formations et des acquis en médecine. Vous pouvez les chercher et vous aurez plus de détails sur la réponse à votre question. Une question. Si je termine mon DEP, est-ce que je peux continuer à l'université gratuitement? Mon ami, il n'y a pas de gratuité dans l'université. Soit pour les étudiants étrangers, soit pour les étudiants canadiens ou les étudiants résidents permanents. Pour aller à l'université, il faut payer, mon ami. Quand vous avez terminé votre DEP, généralement, le diplôme DEP ne permet pas de poursuivre des études universitaires, à moins que vous ayez, par exemple, un diplôme universitaire que vous avez déjà fait auparavant, avant de venir ici au Canada. Ça, c'est autre chose.
Mais en tant qu'étudiant étranger, il n'y a ni bourse ni prêt pour poursuivre ses études universitaires. Mais si vous terminez votre DEP et vous allez déposer dans le programme PEC volet étudiant, si jamais il sera reconduit, et vous aurez votre résidence permanente, à ce moment-là, vous pouvez poursuivre vos études universitaires, mais pas gratuitement, parce qu'il n'y a pas de gratuité ici au Canada. Il faut payer, mon ami, ok? Donc, à ce moment-là, les frais scolaires pour poursuivre vos études universitaires seront abordables. Ce n'est pas comme étant étudiant étranger, c'est trop cher. Donc, comparativement aux frais scolaires qu'un étudiant étranger doit payer, ce n'est pas la même chose qu'un résident permanent ou un citoyen canadien. Et mieux encore, est-ce que vous savez que normalement un résident permanent qui réside au Québec, il va payer les frais scolaires inférieurs aux autres frais que les autres résidents d'autres provinces doivent payer. Donc ça c'est une chose qui est très appréciée dans la province du Québec, c'est que les frais scolaires ne sont pas chers par rapport aux autres provinces. Mais en ce qui concerne les études dans les autres cycles, préscolaire, primaire, secondaire et collégial, c'est gratuit. Okay? Vous allez payer juste quelques livres et manuels que vous allez utiliser durant votre année scolaire. Autre question que j'ai reçue concernant les études pour devenir vétérinaire. Ici au Québec, il y a un ordre, vous pouvez aller chercher sur leur site internet, Ordre des médecins vétérinaires du Québec, ordre OMVQ. Pour le cursus universitaire, généralement, pour devenir médecin vétérinaire, il faut étudier 5 ans. Dans toute la province du Québec, il y a un seul endroit, une seule université qui forme les futurs médecins vétérinaires. C'est l'Université du Québec, l'Université de Montréal, dans sa faculté de médecine, qui se trouve dans une autre petite ville qui est à peu près 1 heure de Montréal. C'est la faculté de la médecine. Il se trouve dans la ville Saint-Hyacinthe. Dans cette ville-là, toutes les personnes qui désirent poursuivre leurs études dans tout ce qui est vétérinaire, pour devenir vétérinaire, ben, ils doivent étudier dans un seul endroit qui se trouve dans la petite ville appelée Saint-Hyacinthe. Okay? Donc, après 5 ans, une fois vous terminez, ben, il y a les stages. Vous pouvez faire des stages dans les établissements spécialisés dans les traitements pour les animaux, etc. Comme vous pouvez le faire aussi dans l'université, selon votre spécialisation. Vous pouvez choisir entre, par exemple, les animaux de compagnie, les animaux de faune, les animaux maritimes, etc. etc. Okay. La dernière question. Il y a un étudiant qui m'a posé une question très intéressante. Il m'a dit qu'il a eu son permis d'études, mais il désire reporter la session. Est-ce que c'est faisable? Et généralement, c'est faisable sous certaines conditions. Tout d'abord, il faut informer votre établissement comme quoi vous allez reporter la session. Et il faut recevoir la réponse affirmant ou infirmant votre choix par écrit. En ayant la décision écrite entre votre main, à ce moment-là, vous devez absolument informer l'IRCC, qui est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministère de l'Immigration. Il faut les informer, c'est pas grave. Mais il faut reprendre
il faut reprendre les études dans la prochaine session ou bien après 150 jours à compter de la date de l'acceptation des changements ou bien du report de votre session. OK? Donc, voici grosso modo mes réponses à certaines questions. J'espère que j'étais très bref. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne AOB Immigration Canada et pour communiquer avec moi, vous allez utiliser mon Instagram AOB Immigration Canada ou bien la page Facebook AOB Immigration Canada et aussi bien le Messenger. D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite très belle journée et je vous dis mes amis, à la prochaine.